Bienvenue à cette conférence ICM à Amos. Je vous remercie d'être venu en si grand nombre. Honnêtement, là, pour un mois de juin, je me- c'est vraiment le fun d'avoir la participation. C'est sûr qu'on a une conférence, un conférencier qui va être vraiment intéressant, là. Mais merci, c'est le fun et c'est motivant de voir ça. La conférence est web diffusée. La, la conférence va rester disponible sur la page web, pas page web, excusez, page Facebook d'ICM Amos et sur la page Facebook de Médiaté. Fait que vous pouvez y retourner, voir des bouts qui vous intéressent. En étant présent aussi, en cochant votre nom, en rajoutant votre nom s'il est pas inscrit sur la liste, ça me permet de vous envoyer le PDF de la présentation de ce soir. Avant d'aller plus loin, un gros merci à nos commanditaires. Euh, on voit là, justement le PowerPoint des commanditaires qui défilent en avant. Ils défilaient aussi en arrière pour être certain que tout le monde les voit. Sans nos commanditaires, on ne réussirait pas à faire toutes nos activités qu'on fait là. Il fait chaud, la température chaude revient, fait que je suis sûr qu'il y en a plusieurs qui ont aimé ou apprécié leur consommation. Ben, les consommations, vous pouvez dire merci à ILEC et à Forage Nordique. ILEC, Yvan Lecourt, qui est juste là, puis Nico, qui nous ont commandité les consommations avant les conférences. Fait que merci. Puis c'est pas les seuls, on a plusieurs commanditaires. Fait que si vous voulez être sur le tableau d'honneur l'année prochaine, n'oubliez-le pas, vous allez recevoir les formulaires, les demandes de commandite en commençant la saison prochaine, en septembre prochain. La conférence de ce soir est donnée par M. Marc-André Pelletier, chef des opérations chez Westdome. M. Pelletier est un ingénieur minier gradué de l'Université Laval avec plus de 25 ans d'expérience, principalement dans les mines d'or souterraines. Il réside présentement à Rouyn-Noranda. Il était plus récemment vice-président des opérations chez St. Andrews Goldfield, où il a contribué à la remise en production de 3 mines souterraines et d'une à ciel ouvert. Entre 2001 et 2009, il a occupé plusieurs rôles au sein de Barrick Gold Corp, jusqu'à occuper le poste de surintendant de la mine Williams. Précédant son emploi chez Barrick, il a travaillé au Québec ainsi qu'au Nouveau-Brunswick dans différents rôles techniques. Marc-André. Bon, on est prêt. Bonsoir tout le monde. Merci à l'ICM d'Amos de m'avoir invité. C'est plaisant d'être ici ce soir avec beaucoup de monde. Ma présentation d'aujourd'hui s'intitule Vers une relance de la mine Kina. J'ai fait beaucoup de travail pour traduire mes diapositives en français. Par contre, il y en a quelques-unes qui sont demeurées en anglais. Je m'en excuse si cela peut vous causer un problème, là, mais la présentation va être en français. Bon, la première est en anglais, mais vous êtes déjà habitué de voir ces énoncés prospectifs-là. En fin de compte, ça, c'est une mise en garde. J'aimerais attirer votre attention sur les propos que je vais dire ce soir. C'est des énoncés spéculatifs, c'est basé sur nos prédictions. Bien entendu, les choses peuvent changer dans l'avenir. Ça fait que c'est une mise en garde. L'agenda aujourd'hui, on va parler de la compagnie Westdome. Une compagnie qui existe depuis quand même plus que 30 ans, qui a son pied en Abitibi, mais qui a aussi son pied en Ontario. Fait qu'on va parler du complexe minier Eagle River. Et bien entendu, de la mine Kina, la grande mine Kina. Qu'est-ce qu'on fait là? Une mise à jour. On parle un peu de l'histoire, la géologie, notre découverte de la zone A.
Et le plan d'action un peu de futur aussi, on parle un peu des relations avec la communauté qui est très important. Wesdome, le symbole boursier WDO, on est coté à la bourse de Toronto, 143 millions d'actions. Vous voyez le haut et le bas. L'action a quand même fait un bon bout de chemin là, de 2 $ au-delà de 5 $. Je pense qu'aujourd'hui, elle est à peu près à 4,70 $. Ça a baissé un petit peu. La valeur de la compagnie à environ 650 millions. Ce qui est quand même pas si mal considérant qu'on a 2 mines en opération. Liquidité, ça c'est le cash qu'on a à la fin du mois en banque. 27 millions. C'est pas énorme. C'est pas énorme, mais c'est assez pour nous tenir aller puis faire ce qu'on veut. La bonne chose, c'est qu'on n'a pas de dette. Ce que je dis là, c'est officiellement, on n'a pas de dette. On a des dettes pour on appelle ça des équipements, des locations d'équipements. D'habitude, c'est des termes de 3 ans, environ une dizaine de millions. Mais à part ça, on n'a aucune dette. On est assez suivi côté analyste minier. Il y en a peut-être qui connaissent certaines compagnies, là, la Banque nationale, BMO, la Banque de Montréal. On a également des actionnaires majoritaires. Notre plus gros, c'est 1832 Asset Management. Nos actionnaires institutionnels, excusez-moi, c'est environ pour 50% de la capitalisation boursière. Donc 45% particulier, ce qui est un bon mix en général pour une compagnie. Là. Tu ne veux pas trop que les institutions soient trop élevées parce que là, des fois, on a vu avec certaines compagnies, des fois, c'est ces compagnies-là qui runnent le show. Fait qu'on a on a quand même une bonne balance de ce côté-là. J'ai parlé du prix de l'action. Ces différents graphiques-là ont pas mal toutes la même allure, même s'ils sont comparés à différents indices. Le Global Gold Index, c'est l'indice aurifère pour le TSX. Ça fait qu'ici, ici, on a le prix de l'or en bas et le GDX, qui est un fonds de placement aurifère. Fait que ça monte les variances au-dedans d'un an. Ça fait comme vous voyez, les lignes du bas sont pas mal flat, si je peux dire. Comparé à notre titre qui est parti comme en flèche l'année passée. En fin de compte, le titre en 2018, il a monté de 109%. Ça fait qu'il a doublé. Quand on se compare, on se console parce que comparé à d'autres indices, la moyenne générale a une baisse de 2%. Fait qu'on a été un des bons titres aurifères canadiens là, qui a donné de l'espoir un peu aux investisseurs. Les prochaines diapositives vont parler de Wesdome encore, de nos dépôts. Comme j'ai mentionné, 30 années d'existence, 100% canadien. On se le dira toujours, la meilleure place pour miner, c'est au Canada. Québec, Ontario. Ça bouge beaucoup, l'industrie minière dans ces provinces-là. Une bonne progression en termes de production. J'ai un graphique qui va vous montrer un peu l'historique, mais si on se compare à 2018, 72 000 onces. Cette année, notre prévision est de 72 à 80. Ça fait quand même une bonne progression côté production. Au premier trimestre, on a produit 19 000 onces. Les analystes miniers, les autres, ils font 19 000 x 4. C'est comme ça c'est pas mal le plus loin qu'ils font dans le calcul. Fait qu'on est en mesure là, d'atteindre notre haut de notre guidance qu'on a donné pour cette année. Fait que c'est vraiment un bon départ. Plus d'onces, ça a apparu aussi à nos coûts à l'once. Bien entendu. Aujourd'hui, je vais parler peut-être un petit peu plus de la mini Eagle River. La raison pourquoi Eagle River est si importante, c'est parce que
on finance le projet d'exploration à Kina avec les profits qu'on génère à Eagle. Il n'y aurait pas de Kina s'il n'y avait pas de Eagle Mine. Fait que c'est toujours garder ça en arrière de la tête. Eagle est une mine profitable, 30 millions de net cash flow, excusez l'anglicisme. Donc, on est profitable là. Le financement à Kina, 27 millions cette année. Wesdome, il y a 3 propriétés majeures. La première, que je vais parler brièvement, est Moss Lake. Ça ici, c'est le lac supérieur pour le monde qui sont familiers avec l'Ontario. On est à 100 km à l'ouest de Thunder Bay. Fait qu'on se rapproche du Manitoba. Wesdome a un gisement là, de très basse teneur. On parle de 1,1 g/tonne. C'est pas beaucoup, mais énorme en termes de tonnage. On parle de 90 millions avec les ressources mesurées, indiquées et inférées. 90 millions de tonnes à 1,1 g/tonne. Ça fait que ça donne 3 millions d'onces. Nous, comme c'est là, on ne se cachera pas, les efforts de Wesdome sont d'augmenter les réserves ressources et la production à Eagle et d'ouvrir la mine Kina. C'est notre priorité. Moss Lake est un peu sur le côté comme c'est là parce qu'on n'a pas... c'est un projet qui est quasiment plus gros que notre compagnie parce qu'on parle d'un investissement initial de 900 millions, 1 milliard. Fait que c'est pas mal gros pour une compagnie qui vaut 685 millions. Mais on évalue quand même nos options. Ça peut être une vente, ça peut être chercher des partenaires. Ou s'il y a une grosse progression du prix de l'or, ben, ça peut être Wesdome qui l'ouvre. Eagle River, beaucoup d'historique à la mine Eagle River. La mine est située à 1h30 de Wawa, en Ontario. De Val-d'Or, Wawa, c'est environ 7h30. Tu t'en vas à Berthemins, tu continues. Passes une coupe d'orignaux, tu continues. Puis à Wawa, ben, il y a les outardes pour les personnes qui ont déjà été. Les fameuses outardes. Ça fait que c'est une mine quand même assez éloignée parce que de Wawa, la mine est à 1h30 plus loin. C'est quand même un camp minier assez actif. Là. Il y a la mine Williams qui est là depuis très très longtemps. À Dubreuilville, il y a la mine Island Gold, anciennement de Richmond. Il y a Hot Gold qui vient d'ouvrir une mine dans le même coin. Ça fait que c'est un petit coin là, minier là, qui boom beaucoup. Eagle River, à un moment donné, ça appartenait à Noranda. Tout le monde connaît Noranda. On remonte en 86. Ça fait que ça fait quand même un petit bout de temps. Éventuellement, dans les années 94, Noranda a vendu à Western Quebec, qui était une compagnie qui a créé deux compagnies, éventuellement 2 compagnies secondaires. Il y avait River Gold Mine, qui avait la mine River, et Wesdome Gold Mine, qui éventuellement a eu la mine Kina. Fait qu'on a 2 mines là, ciel ouvert, souterraine. On a un moulin, 850 tonnes par jour en moyenne. Le moulin a une capacité de 1000, même au-dessus de 1000. Mais d'habitude, les tonnes par jour processées au moulin vont être moindres à cause de la haute teneur de Eagle. Ce que vous voyez ici comme production historique, 1,1 million d'onces. Nos réserves actuelles, 400 000 onces. C'est quelque chose que on veut définitivement monter. Parce que c'est dur de prendre des décisions quand tu as environ 5 ans de vie de mine. À chaque fois que je vais à Mine Eagle, on me demande si on va approfondir le puits. Puis je dis toujours la même affaire. Il faut qu'on augmente nos tonnes en réserve pour le justifier. On n'a pas assez. On n'a pas assez de perspectives. Pourtant, la mine fait 25 ans qu'elle est ouverte. Ça fait que l'or est là, il faut la trouver.
Mishi, on va en parler un petit peu plus loin, mais c'est vraiment pas un asset significatif pour Wesdome. Fait qu'on va passer assez vite sur Michi. Et la mine Kina, qui est située à Dubuisson, je pense que la mine Kina n'a pas besoin de présentation. En tout et en tout, on a environ 400 travailleurs, contracteurs, employés à Eagle. 80-90 à Kina, corporatif 10-15. Ça veut dire qu'on parle d'une compagnie Wesdome de 500 employés, qui est quand même pas si mal. Ça ici, c'est pas un beluga. C'est de la géologie. Non, non, c'est une blague. Mais c'est une vue en plan de notre modèle. Ce que vous voyez en blanc, c'est une diorite, roche intrusive, qui est semblable à Mine Sigma, Lamac, dans la diorite. On a des veines de quartz. Juste pour vous donner un... Oups. On parle d'ici de 2 km de long par à peu près 500 mètres de large en vue de plan. Puis ce que vous voyez ici, c'est la minéralisation de la zone 8, qui a été la zone principale de la mine pendant 24 ans, depuis le début. C'était la zone 8. Je crois qu'il y a 1 million d'onces à peu près qui a été extrait de la zone 8. Ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, vous voyez ici, on parle d'un gisement subvertical. L'épaisseur, ça varie entre la largeur de mes bras à parfois 15 mètres de large. Fait que les largeurs varient. Mais on parle d'un gisement filonien. Je dirais la moyenne 2 mètres de large, 2 mètres et demi. Haute teneur. Ce qui est intéressant, c'est que la zone 8, elle descendait en profondeur. Puis, pour pouvoir la forer, on parle de forage au diamant, ben, à peu près au milieu de la mine, à un moment donné, ils ont décidé de faire une galerie vers le nord pour pouvoir forer en profondeur. Puis c'est à ce moment-là qu'ils ont intercepté la zone 7. Eux, historiquement, ils foraient toujours du nord vers le sud. Mais là, quand ils ont découvert la zone 7, peut-être qu'il faudrait forer du sud vers le nord. Fait qu'ils sont virés de bord. On parle de 2013. Fait que c'est quand même pas si longtemps que ça. Et il y a eu la zone 300 qui a été découverte du côté nord de la diorite. Ce qu'on appelle fréquemment les zones parallèles. Fait qu'on parle de zones parallèles dans une diorite. Ça, c'est une longitudinale de la mine. Ce que vous voyez en gris, c'est ce qui a été miné de la zone 8, en fin de compte. Elle est comme est-ouest sur toute la mine. On parle ici d'un puits, un peu moins de 500 mètres. Un tout petit puits, les skips, on parle de 4 tonnes et demie mouillés. Fait que c'est pas... c'est des petites tonnes qui montent, mais c'est des petites tonnes qui valent cher. Pour les personnes qui ont jamais été à Eagle, ben, ce qui est intéressant là, c'est qu'il n'y a pas de chevalement. C'est sous terre. Fait qu'il y a 2 portails. Il y a un portail qui se rend au chevalement. Et il y a le portail principal qui est à quelque part ici, qui descend dans la mine. C'est à peu près ça que les camions font. Tout le minerai est halé par camion, comme j'ai dit, à environ cette élévation-là ici. Fait qu'il y a quand même beaucoup de voyages qui se font à tous les corps de travail pour une production d'environ 500 tonnes par jour. On a 500 tonnes par jour de minerais, on a à peu près 500 tonnes par jour de stérile. Fait qu'on parle de 1000 tonnes par jour. C'est des opportunités qu'on essaie toujours à la mine. Si on n'a pas à transporter les tonnes de stérile, on parle de remblai, parce qu'à la mine, il y a du remblai rocheux et du remblai cimenté. C'est une opportunité pour augmenter les tonnes
de production. Les zones actives, ici vous avez les réserves. Ce qui est intéressant, c'est que la zone 8 était la grosse zone pendant des années. Maintenant, c'est plus le cas. C'est la zone 300 % de la production. On parle de 12 grammes tonnes diluées. La zone 7, fait que la zone 300 est ici. Et on a la 311 en vert. La zone 7 est ici. On parle de 13 grammes tonnes ici. La zone 8 est ici. Et je crois que ça, c'est la zone 5. C'est d'autres zones qui sont marginales pour nous. Fait que c'est à peu près ce qui est là. La méthode de minage, en gros, c'est du minage conventionnel. C'est du minage qu'on voit plus ou moins ces jours-ci. On parle de montrer à l'IMAC sous niveau, jackleg stopper, slusher, des mill holes pour le minerai. C'est du petit minage. Le minage est adapté au gisement. C'est la clé. On a quand même des équipements mobiles. La rampe pour accommoder les camions, on parle de 4 mètres et demi par 4 mètres et demi à peu près. Fait qu'on a un peu le mélange de deux équipements plus en vrac, comme des plus grosses coupes, des 6 verges. Mais on a des 3 verges et demi aussi pour les chantiers. Fait que c'est un peu l'idée du minage, long trou, on retraite, on backfill, on rablaye, excusez-moi, on rablaye au besoin. C'est à peu près le minage à Minigun. On voit ici la production historique, des hauts, des bas, selon les teneurs. Une bonne progression depuis 2017, comme vous voyez dans les onces, mais c'est véhiculé par la teneur. Cette année, notre budget est à 16 grammes, une des plus grosses teneurs historiques. Ce qui fait qu'on prévoit environ 72 000 onces, comme c'est là cette année, juste pour la minigun. En tout, ça représente 4 millions de tonnes à 9 grammes. Fait qu'on parle quand même de quelque chose de pas pire. Au mois d'avril, actuellement, je pense que c'était le 1er avril. C'était pas un poisson d'avril, là. Mais on a découvert la zone qu'on appelle Falcon, qui est Faucon. On n'a pas été chercher ça bien loin, là, avec la mine Eagle. Mais j'aime quand même le mot. Ça fait dynamique. On a trouvé du minerai proche de la surface, à l'extérieur de la diorite. Encore là, qu'est-ce qui se passe? Puis, on avait une zone, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y en a une zone qui s'appelle la No Name Lake qui est à l'extérieur de la diorite, qui rentre dans la diorite en profondeur. Fait qu'on voulait tester le potentiel. Et ce qu'on pense qu'on a découvert, c'est peut-être difficile à voir ici, là, mais vous voyez en plan ici la diorite. Ce que vous voyez en rouge, c'est les intersections là, à haute teneur. Puis, la ligne du bas, c'est la zone 7. La ligne du haut, c'est la zone 300. C'est les deux zones parallèles que j'ai parlé tantôt. On pense, comme c'est là, qui continue à l'extérieur de la diorite. Fait que là, ça ouvre totalement un nouveau terrain là, pour l'exploration. En même temps, ici, juste pour donner quelques teneurs, là, on a du 19 grammes sur 6 mètres, 73 sur 1.3, 51 grammes sur 0.6. Je garde le plus beau pour la fin. 3389 grammes sur 0.3 mètres. Typique à Eagle Mine. Haute teneur, faible épaisseur. Fait qu'on a peut-être trouvé la continuation des zones 7 et 300 à l'extérieur de la diorite. Très intéressant. La fameuse zone 300 qui est très riche, 50% de nos réserves. Vous voyez un échantillon là. Beaucoup de potentiel en profondeur ici. Début d'année, on a trouvé
j'ai pas les teneurs ici, mais on a trouvé deux zones parallèles vers l'est de la mine. Et à ce moment-ci, on n'est pas certain si c'est la zone 7 ou c'est peut-être une nouvelle zone. C'est un peu plus compliqué, là. Ça prend plus de forage. Ce qui est intéressant, puis c'est qu'on est en train de trouver quelque chose près de la surface, puis près des infrastructures existantes. Et avec les nouvelles zones parallèles ici, parce qu'il y en a deux, je ne l'ai pas mentionné, mais il y en a deux, on se rapproche du puits. Puis ça, pour un ingénieur minier, ça c'est le rêve. Parce que là, comme c'est là, avec le minage, veut pas, on s'éloigne en profondeur, on s'éloigne du puits. Juste pour vous donner une idée du temps de cycle actuel pour un camion ici qui va se rendre au Grizzly, on parle de facilement 1 heure. Ça veut dire qu'on fait environ 25 tonnes à l'heure par camion. Fait que les maths sont pas durs à faire. Cette année, beaucoup de forage de prévu à la Mini-Eagle. Comme j'en ai parlé tantôt, on veut augmenter les réserves, les ressources. On parle de 100 000 mètres en forage. Je ne pense pas que ça a déjà été fait à la mine Eagle. Michi, on a Marc Ducharme ici, qui est un géologue qui a déjà travaillé à Michi, connaît bien la mine. C'est pas un gros pit. C'est vraiment pas comparable à Canadienne Malartic. La production a commencé en 2002. Cette année, on parle d'un gisement de 2 grammes, là, 2 grammes et demi à peu près. On parle de veines de quartz, on parle de volcanique, le long des volcaniques et des sédiments. Vraiment, plusieurs zones. On parle de 8 zones, si je ne me trompe pas. Mais il y a des zones qui sont vraiment à très haute teneur, mais vraiment très, très minces. Fait qu'on parle de beaucoup de dilution là, pour le pit. Là. Pour se rendre à 2 grammes, il y a énormément de dilution. Comme c'est là cette année, nous, le pit principal, on prévoit que ça va être la dernière année du pit. Fait que notre gros focus à court moyen terme, c'est d'essayer d'être capable de fournir assez de tonnes de la Mini Eagle pour que le moulin soit en continu. C'est pas le meilleur dessin, là, mais c'est une longitudinale de la mine à ciel ouvert. On parle de 70 mètres de profond. Fait que c'est 300 mètres est-ouest. Production historique. On parle de 800 000 tonnes à 2,2 grammes pour la vie de la mine. Notre moulin, on a un moulin. Je vais avoir des photos tantôt. On est à veille de switcher dans le monde virtuel. Le moulin est situé à 20 km de la mine Eagle, puis très près de la mine à ciel ouvert. Fait que tout le minerai d'Eagle est transporté. Je voulais juste, c'est peut-être moi qui l'ai manqué, mais est où la mine Michi? Elle est juste à côté de l'usine. Qui est à 20 km de la mine Eagle. OK. Merci. Oh, merci. Là, je pensais que peut-être que j'avais assumé que tout le monde avait compris ça. Je m'en excuse. On parle d'un moulin d'un permis de 1000 tonnes par jour, mais on ne fait pas 1000 tonnes par jour. On fait entre 700 et 800. L'idée, c'est de baisser le throughput qu'on appelle pour augmenter la récupération de la mini Eagle. En parlant de récupération, on parle de 95% jusqu'à 98% pour Eagle. Michi, étant donné que la teneur est plus basse, 80-85%. C'est un système qu'on appelle avec Merrill-Crowe. La précipitation est faite avec le zinc. Fait qu'on on va essayer. J'ai un peu des images de la mine Eagle.
vais vous montrer un peu de quoi ça a de l'air. Ça a été fait avec le logiciel Verify pour le monde que ça intéresse. Puis des drones, prennent des photos. Fait qu'ici, ça vous donne une idée là, de les bâtiments de la mine. Ok, ça marche plus. On a ici les bâtiments de la mine, l'entrepôt. On a construit une nouvelle sécherie pour les personnes qui ont déjà été. On était dû pour avoir une nouvelle sécherie. On parle d'ici de garage électrique, mécanique. J'ai parlé du portail. Nos amis les géologues sont très gâtés parce qu'ils ont leur carotèque sous terre. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Moi, j'avais jamais vu ça. Mais très belle installation. Il y a beaucoup de forage. On parle de 100 000 mètres. Fait que, il y a de la carotte là, à loguer sous terre. J'ai des galeries. Juste, on parle de la zone 7. C'est pas celle-là que je voulais vous montrer. Je crois que c'est ça. Chantier de la zone 8. Vous voyez la zone de quartz ici. C'est ce qu'on parle de minéralisation dans ce cas-là. Fait que c'est vraiment pas large. On voit le chantier, c'est à peu près à 70 degrés. Ici, on parle d'un chantier en montant, un hop, comme on appelle. Le chantier est ouvert. Juste pour vous donner une idée de la mine, de quoi ça ressemble. On dirait qu'on y est. Il y a quelqu'un qui voulait savoir la mine Michi est où? Ben, elle est là. On y est, à vol d'oiseau. On voit la partie est en haut qui est qui a pas descendu aussi bas là, que le pit principal qui est rempli d'eau. On se sert comme réservoir d'eau, comme c'est là. Le moulin, juste rapidement. Fait qu'ici, on a l'usine qui est située à quelques kilomètres de la mine Michi. Faut pas oublier, je ne l'ai pas mentionné, mais Eagle Mine, c'est un camp minier. Ça veut dire que quand tu vas là, ben, tu restes là pour une certaine rotation, là, de 2 semaines. Ça varie de 10 jours ou 2 semaines. Étant donné que la mine est à 20 km, on a un camp minier proche de la mine, on a un camp minier proche du moulin, on a 2 cuisines. C'est la nature des choses qui fait qu'on est un peu doublé là, de ce côté-là. Au parc à résidus, on fait ce qu'on appelle du dry stacking, fait qu'on assèche les résidus miniers, puis on les met dans le parc. Vous voyez ici, ça a l'air assez sec. Dernière photo que je vais vous montrer, si je peux. On a un bureau. C'est un bureau d'administration à Wawa. C'est le bureau d'administration. Et on a un laboratoire pour les échantillons. Tous les échantillons de la mine Eagle sont envoyés à notre laboratoire. On passe également des échantillons pour nos voisins, Hot Gold, Island Gold. On passe quand même beaucoup d'échantillons. On passe à peu près, on parle d'à peu près 300 échantillons par jour. OK. Bon, on va faire un autre switch. Ça sera pas long.
s'en vient. OK, on est revenu au Québec. Complexe minier Kina. La plupart du monde connaît la mine, mais la production a arrêté en 2013. La mine a été placée en maintenance. Une chose que Wesdome a bien fait, je pense, c'est le maintien de la mine après la fermeture, considérant que c'était pas quand même une grosse compagnie qui roulait sur les millions, là, quand même d'investir de l'argent pour maintenir une mine qui ne te rapporte pas pendant des années. Il y avait quand même un désir, éventuellement. À la fin, l'usine avait une capacité de 2000 tonnes par jour, mais c'est avec un concasseur à la surface. Sans concassage à la surface, on parle de 1200 tonnes par jour de capacité. On va voir le puits tantôt, la rampe. Production historique. Quand même pas une mine à haute teneur, hein, 4,5 grammes historique. C'est quand même acceptable, mais c'était pas quand même des grosses teneurs. 1,7 million d'onces, presque 1,8 miné historiquement. La mine est située à Dubuisson, sur une île, pour les personnes qui ont déjà été. Moi, j'appelle ça l'île fantastique. Mais on est quand même à 3-4 km de Dubuisson. Ça fait qu'on n'est pas collé direct sur la ville, là, si je peux dire. Ce que vous voyez en noir, c'est notre propriété. On ne voit pas tout. On a la mine Goldex qui est là, quelque part aussi, je pense. On a le Canadien de Malartic à l'ouest. Sur la propriété existante, on parle de 8 anciens puits, 8 anciennes mines quand même. Fait qu'il y a beaucoup d'historique. La mine Cisco, ce qui appartient à Wesdome, en est une. On parle d'un quand même un beau site minier, quand même pour une île. C'est assez confiné comme site. Tout est proche, tout est à proximité, bien organisé, parce que tu n'as pas beaucoup d'espace. Très propre comme site. C'est une mine qui avait cette réputation-là pour que le monde connaisse la mine Kina. Puis ce qui est intéressant, c'est que ça perdure. Puis c'est des choses qu'on rappelle au monde de temps en temps, mais on n'a pas besoin de se battre. Je crois que c'est l'environnement qui fait en sorte que le monde font plus attention. On a notre concession minière. On a tous les permis à la mine Kina. Notre concession minière a été renouvelée, je dirais pas à vie, mais pour une très longue période. On vient toujours d'avoir une extension pour le plan de fermeture parce que veut pas, quand tu arrêtes la production, il y a des mécanismes qui rentrent en compte, qui fait qu'à un moment donné, il faut que tu fermes ta mine. La façon que ça fonctionne avec le gouvernement, il donne des extensions, puis éventuellement, là, ça va à chaque année. Fait qu'on est rendu là. On vient d'avoir notre extension. Stantec qui a travaillé pour nous là-dessus. Beaucoup d'historique. À la mine Kina, on parle des débuts des années 1900. Fait que, il y a beaucoup de passé, beaucoup d'histoire. Le gros point qui est arrivé pour la mine en 61, Falcon Bridge, il a découvert ça, la zone S50, qui était la zone principale pendant longtemps. À ce moment-là, le puits de la Kina, le puits actuel, a été approfondi à 400 mètres. Au cours des années, la mine a ouvert, a fermé. Au début, il n'y avait pas d'usine sur l'île. L'usine a été bâtie en 1984. Là, j'ai mis 1300 tonnes, mais je crois que c'est 1200. Je m'excuse s'il y en a erreur. Éventuellement, Kina a été vendu à 86. C'est là que c'est devenu sous la propriété de Placer Dome. Placer Dome a vendu à McWater, que les gens de Val-d'Or connaissent. McWater Mines. C'est à ce moment-là que McWater a augmenté la production à 2000 tonnes par jour. Fermé en 2002. 2003, on a Western Québec qui a acheté la mine Kina, 3 millions.
Et Wesdome a reparti la production en 2006. On parle de 1,8 million de tonnes à 3,4 grammes. Fait que des teneurs quand même assez basses pour une mine souterraine. À quand même faible tonnage. Ça a éventuellement mené à l'arrêt de la mine en 2013. Fait que la mine est en maintenance depuis 2013. 2016, la découverte d'Akina Deep. Et ensuite, le forage d'exploration qui prend et notre premier calcul de ressources qui est sorti au mois de décembre. Ça, c'est un cadre qu'il y a à la mine. Le forage du puits Parker, qui est le puits, c'est le puits qui est juste à côté de l'usine, comme c'est là, il est capé, fait qu'on ne voit plus rien. C'est quand même une photo qui a beaucoup d'histoire. Vous voyez que les méthodes de travail ont changé, mais c'est encore le même marteau-piqueur qu'on utilise aujourd'hui. Potentiel géologique, la mine Kina est située au nord de la forêt Cadillac. Je veux pas être à peu près là, je crois. Voilà. Fait qu'on est au nord. Le gisement, toutes les zones qui ont été exploitées, là, les différentes zones, les différents sont situées entre la faille marbénite et la norbénite. Ces deux structures-là. On a la marbénite ici. La marbénite, excusez. La norbénite, un petit peu plus au nord. Donc, ils sont situés dans ces structures principales-là. On a la mine Kina ici, le dépôt Kina Deep. J'ai parlé de la mine Cisco un peu plus tôt. On parle de 3 millions de tonnes à 9 grammes. Quand même beaucoup de potentiel. Le défi de notre propriété, c'est pas bien compliqué. On est en dessous de l'eau. On est en dessous d'un lac. Ça veut dire que pour ce qui est du forage puis tout ça, ben, ça peut devenir un peu plus compliqué, surtout aujourd'hui. Mais le potentiel est là, puis il va toujours demeurer là. Brièvement, l'historique, vous voyez en jaune, c'est la tonneur. Les barres bleues, c'est les tonnes par jour. Puis la ligne verte, c'est la récupération. On voit ici, dans les années McWaters, on augmentait la production pendant que la tonneur baissait. La partie ici, c'est les années Wesdome. Les tonnes ont baissé, un peu en bas de 1000 tonnes par jour. On a eu un pic de tonneur à 5,5 grammes, je crois que c'était la zone VC qu'on appelle dans ce temps-là. Puis à la fin, avec la zone S50 en profondeur, les tonneurs ont baissé de beaucoup jusqu'à en bas de 3 grammes tonnes. Ça, c'est une longitudinale de la mine. On voit la zone S50. On voit le puits ici, qui descend à peu près à 900 mètres sous terre. La zone 50. La zone sud, qui est le long de la Marbénite. Quand on s'en va au nord, la zone VC, la zone nord. On a la zone 388 que je n'ai pas mis, là, qui était une plus petite zone. Kina a quand même une mine assez mécanisée. Forage long trou, concasseur sous terre. Le minerai était monté à la surface. Les skips de 6 tonnes et demie. C'était quand même une mine bien organisée pour le monde qui ont déjà été. C'était une mine fonctionnelle. L'usine était très fonctionnelle aussi. Beaucoup d'automatisation, excusez, pour le temps, si je pourrais dire. Vous voyez en rose, c'est la galerie qu'on appelle la galerie d'exploration. C'est une galerie d'environ 1000 mètres. On s'est trouvé à faire un petit peu plus de mètres parce qu'on a eu du succès côté géologie. Mais on parle du niveau 105. Fait que niveau 100, c'est 1000 mètres sous terre. C'est pas compliqué. La découverte en 2016.
On dit une découverte, c'est vraiment du forage de trous, un suivi de trous historiques, parce qu'il y avait eu des trous de forêt en profondeur euh, pour la Kina, on l'appelle la Kina Deep. En 2016, ce qui est arrivé, c'est que j'ai mentionné que c'était quand même bon pour une compagnie comme Westdome de continuer. Avec les années, en 2016, on peut décider, ben, regarde, on va forer 5000 mètres. On va mettre un autre 5000 mètres en option, mais c'était un peu la dernière chance. C'était un peu l'approche qu'il y avait dans le temps. C'était la dernière chance. Puis, Marc Ducharme, qui était géologue dans le temps, c'est là qu'on a eu la découverte de la Kinadip. Deux trous. Les deux premiers trous ont frappé. C'est un rêve pour un géologue. Tu fais ton premier tour, puis là, il est à 3, lui. Oui, il y a des zones multiples. Regardez les teneurs. 83, 14 grammes 10 sur 17 mètres. 223 grammes sur 14. 239 grammes sur 5 mètres. Des grosses teneurs. On n'était pas habitué à ça à Kina. Le forage se faisait du niveau 67. C'est-à-dire que les trous avaient environ 500-600 mètres de long. Vraiment pas l'angle idéal. On forait, on n'avait pas d'angle de forage. On avait de la difficulté. On parle de schiste. Les trous dans le schiste, pour les personnes qui connaissent ça, c'est de la pierre à savon. C'est difficile à forer. Les trous veulent se refermer. Ça fait qu'on se ramassait avec des trous longs, un mauvais angle, dans du terrain qui n'était pas vraiment propice. C'est là que l'idée est venue de faire la rampe d'exploration. Fait qu'on parle de veine de quartz avec or visible. Environ 95% de nos trous ont frappé de l'or visible. Au début, on est tout énervé d'aller voir la carotte le matin. Puis là, à cette heure, ben là, on est comme habitué. Cependant, moi, je ne m'habituerai jamais personnellement à des teneurs comme ça. Très différent de la zone S50. C'est ce qui est intéressant du projet, c'est qu'on a trouvé quelque chose de différent. La S50, on parlait plus de brèches minéralisées avec des sulfures. Un peu d'or visible, mais pas énorme. Et on parle du 4,5 grammes à on double ou on triple la teneur. Quand j'ai commencé à Westdome, en début 2017, la rampe, ça c'est la rampe d'exploration ici que vous voyez, elle n'était pas en place. Puis ce qu'on avait de forêt, c'était environ ça. Puis les trous avec des ronds, ils n'étaient pas là. Fait qu'on avait quelques trous. On a décidé de faire la rampe pour se donner une chance, raccourcir les trous, améliorer l'angle de forage. Puis on a réussi à agrandir la zone. On parle de 500 mètres maintenant, de là à là. Ce qu'il faut que vous compreniez, ça c'est une vue en plan, mais le gisement, il descend à angle. Ici, on est rendu à forer 70 mètres en haut de la galerie du 105. Fait qu'on sait que le minerai continue en haut. En profondeur ici, on est rendu au-delà de 500 mètres de profondeur. Fait que ça vous donne une idée du pendage. Le pendage varie. Ici, il est environ 45 degrés, mais en profondeur, c'est beaucoup plus à pic. J'ai deux sections qui vont vous montrer le gisement de quoi ça a l'air. J'ai mentionné qu'en décembre l'année passée, on a fait un calcul des ressources. Je crois que je vais aller en détail avec les numéros. Mais ce que je veux vous montrer ici, c'est un peu une image de la zone minéralisée. Notre calcul de ressources est compris entre ces deux lignes-là. Depuis ce temps-là, on rallonge la zone
des deux côtés. Donc, la zone est ouverte. Donc, beaucoup de potentiel hein, pour augmenter nos ressources actuelles. Depuis le dernier estimé des ressources, on a 25 000 mètres de forage de fait, qui était à peu près autant que la premier estimé. Donc, on a doublé les mètres. On espère doubler les onces. Mais le calcul ne se fait pas comme ça, là, mais on s'attend à une augmentation des ressources, c'est certain. Une image vaut 1000 mots. On voit ici des carottes là, de la zone. La Kina Deep, on a des ressources mesurées indiquées de 100 000 onces à environ 10 grammes et des présumées à 11,4 grammes. On parle de 241 000 onces. Avec mesurées indiquées présumées ensemble, on est rendu à 340 000 onces, à environ 10 grammes. Notre estimé des ressources incluait d'autres zones historiques qu'on a forées. VC, zone sud, S50. Ces zones-là sont importantes. Comme vous voyez, les teneurs, ça s'apparente beaucoup plus à l'historique de la Kina. 3,86 grammes. Donc, on parle de 4-5 grammes. Mais nous, ce qu'on voit avec le potentiel des autres zones, c'est d'offrir un complément, si on veut, à l'usine d'une zone très riche à un certain tonnage, mixé avec des zones plus proches des infrastructures existantes à moins basse teneur, qui va te permettre de faire ton cycle de production de remblai ou de te donner aussi également un peu plus de flexibilité. S'il arrive quelque chose à quelque part, ben, tu as d'autres zones. Ça peut être pas aussi riche, mais ça nous permet de continuer. C'est un peu l'image qu'on a de la mine. Oui, la Kina Deep est importante, c'est elle qui va payer les factures, mais ça prend la part des autres zones là, pour assurer une production en continu. Je vais parler de section. C'est dans la zone à plus faible pendage, si je peux me permettre. Fait qu'on parle de 3 zones comme celle-là. A, on n'a pas été chercher ça bien loin. A, A1, A2. Ce qui est intéressant, c'est que la zone A, qui est sur les pentes supérieures du schiste, est la zone la plus riche et la plus continue point de vue géologique. On peut la prédire, elle est facile à suivre. Les deux zones A1 et A2 sont un peu moins, premièrement, sont plus dures à atteindre parce qu'ils sont dans le schiste, point de vue forage. Mais géologiquement parlant, sont peut-être moins continus, un peu plus durs là, à interpréter, si je peux me permettre le mot. L'épaisseur, on parle, nos ressources sont calculées à 3 mètres minimum. On parle entre 3 et 10 mètres pour les épaisseurs. Il y a quelques teneurs, 19 grammes sur 6 mètres, 49 grammes sur 7 mètres. C'est quand même des bonnes teneurs. En profondeur, j'en ai parlé, la zone elle devient plus verticale, subverticale. Et une chose que je n'ai pas mentionnée sur la vue de plan, si vous vous rappelez la vue de plan tantôt, actuellement, la zone elle semble tourner également. Donc, elle demeure ouverte en profondeur, puis peut-être en largeur aussi. Ici, on a une vue un peu 3 dimensions du gisement. L'interprétation initiale qui a été faite de la zone A, nos géologues s'attendaient que la zone continuait en montant. Effectivement, elle continuait, mais on pensait qu'elle continuait éventuellement jusqu'au niveau 67. La nouvelle interprétation qui a été faite, c'est qu'on pense que la zone A se tourne vers, je pense que c'est l'est ou le nord-est, pour éventuellement s'en aller vers la zone VC. J'ai une vue 3D que je vais faire tourner tantôt.
Je pense que vous allez plus comprendre c'est quoi j'essaie d'expliquer. Mais ici, on a une vue composite en plan. On voit ici la zone S50 qui descendait comme ça. On a ici la zone A. Tantôt, j'ai mentionné que la zone tournait et s'ouvre. On a ici la zone qu'on pensait qui continuait comme ça, mais qui maintenant, on pense qu'il se passe quelque chose ici. On n'est pas encore certain c'est quoi qui se passe. On parle d'exploration à ce moment-là. Donc, beaucoup de travail encore à faire côté exploration pour comprendre. On commence à bien comprendre cette zone-là ici. Ça ici, on parle vraiment qu'est-ce qui se passe là. Le minerai est encore là. Puis ici, on parle encore du forage à partir du niveau 67. Notre plan de match pour cette année, c'est de forer. Forer le plus possible. On a mis des incitatifs en place pour nos foreurs au diamant. Parce que, étant donné la conjoncture, j'en parlais avec Mario tantôt, difficile d'avoir des foreurs. On a mis certains incitatifs en place pour garder notre monde parce que c'est pas du terrain facile à forer. Puis, veut pas, nos foreurs, une certaine expertise à réussir à forer dans le schiste. On ne voulait pas perdre cette expertise-là. Fait qu'il a fallu qu'on paye un petit peu plus pour garder notre monde. Ça fonctionne parce que cette année, on est déjà en avance sur nos mètres. Ça va bien de ce côté-là. Le gros potentiel pour nous, on appelle la up plunge. Ça veut dire que c'est le minerai qui monte en haut du 105. Maintenant, on sait qu'il se rend au 98. On aimerait ça qu'il se rende au 67. Ça, c'est la galerie du 67. Elle est déjà planifiée. Elle est déjà dans le budget. On attend juste le OK de nos géologues de confirmer l'emplacement de la zone de minerai qui monte que j'ai expliqué tantôt. C'est compliqué. Il faut lui donner un peu de temps. On apprend à chaque jour, surtout au niveau 67. Chaque trou nous amène à quelque chose. Ça veut dire que c'est un peu nos plans. Nous, ce qu'on aimerait plus tard cette année, c'est de faire un nouveau calcul des ressources parce qu'on sait déjà qu'on a plus d'onces. Suite à cela, nous, on aimerait procéder avec une étude économique préliminaire. L'idée, notre approche, c'est de bien faire les choses. Côté technique, côté opérationnel. C'est certain que j'aimerais avoir la mine ouverte demain matin, mais on n'est pas rendu là. On a du travail à faire. On va bien le faire. C'est un gisement quand même pas facile à comprendre. Ça prend une certaine maille de forage pour bien comprendre. On parle de haute teneur. On a des travaux à faire côté métallurgique. Pour ce qui est de l'usinage, récupération, on est dans le schiste. On va avoir de la géomécanique, géotechnique à faire. C'est l'approche. On veut bien la faire. On veut faire les choses comme il faut selon les règles d'Aurore. Le potentiel d'exploration est, comme j'en ai parlé, on est en dessous d'un lac. Potentiellement, ici on voit un chien régional. C'est pas impossible qu'il y ait des répétitions côté parallèle vers le nord. Il n'y a rien d'impossible qu'on puisse trouver d'autres zones Kinna-Deep parallèles. C'est ouvert. Il y a beaucoup de travail à faire là-dessus. Il y a beaucoup de forages historiques qui ont été faits qu'il faut qu'on recommence à zéro. Puis regarder encore une autre fois. Je vais parler en termes de temps, on est correct.
Parler un petit peu des barricades hydrostatiques, c'est plus côté opérationnel. J'ai déjà expliqué les zones. Ce qui est particulier, euh, on a Michel ici, très au courant de la zone nord. Ce qui est arrivé avec la zone nord, c'est que c'est des chantiers qui ont été laissés ouverts pendant très longtemps. Je pense que c'est au-dessus d'une quinzaine d'années. On a des gros chantiers ouverts jusqu'au niveau 12. Le terrain est stable, mais nous, on voit ça comme une opportunité, premièrement, pour emblayer ces chantiers-là éventuellement, parce que c'est des chantiers, puis aussi pour sécuriser les ouvertures et la mine. Ce qu'on a décidé de faire, c'est des barricades hydrostatiques. L'avantage vous voyez le nombre de barricades qu'il faut qu'on fasse pour vraiment isoler la zone nord. C'est parce que les chantiers ne sont pas nécessairement tous connectés, mais sont quand même proches. Fait qu'il n'y a rien qui dit que dans l'avenir, si jamais il se passerait quelque chose, que les chantiers connectent. Puis éventuellement, mettons que ce chantier-là est vide, ben ça pourrait engager un mouvement. La raison des barricades hydrostatiques aussi, c'est qu'on pourrait remblayer sans mettre de ciment, qui est un avantage aussi. Fait qu'on parle de sécuriser la mine, puis une opportunité d'avoir un chantier de disponible tout le temps pour mettre du remblai. Parce que ça arrive des fois, vous savez, avec les séquences, il n'y a pas de chantier ouvert, tout est en production, on n'a pas de remblai, on envoie ça au parc à résidus. Avec ces chantiers-là, on voit ça comme une opportunité pour avoir une place pour mettre nos résidus. On parle d'1 million de tonnes, si je ne me trompe pas. Pour les personnes qui connaissent les barricades hydrostatiques, moi j'ai participé à une à Casa-Berardi en 1994. Le design a beaucoup changé. J'ai des photos, on va aller aux photos tout de suite. Avant, ils faisaient des barricades hydrostatiques, c'était comme en T qu'on appelait ou en croix. Il y avait des excavations. Maintenant, c'est des blocs de ciment. On a fourni ici. Ils savent un peu de quoi je parle. On fait une forme en bois que vous voyez ici, avec des poutres là, pour renforcer le mur. Vraiment, cette forme-là, c'est juste pour... Sa job, c'est de retenir le ciment. C'est carrément ça. Fait que nous, ce qu'on prévoit, c'est les blocs vont à peu près avoir, mettons, 8 à 12 mètres de long. La hauteur varie selon les galeries. Bien entendu, plus tu es profond dans la mine, parce que la tête d'eau, les barricades vont être plus grosses. Les étapes, comme c'est là, nous, on est à la construction des formes. On a 2 de fait. On traverse la 3e. Une fois que ton ciment est coulé et séché, on parle de 2 mois à peu près, 1 mois à 2. Ce que vous voyez avec les tuyaux ici, c'est des tuyaux qui sont... ouais, ça, c'est de l'extérieur. Il ne faut pas que je me trompe. C'est ça. Ça ici, je suis pas mal sûr qu'on voit l'intérieur. Ce qu'on va faire, c'est qu'une fois que la plaque de ciment est faite, on va amener une foreuse long trou, on va forer à travers les tuyaux, puis on va forer à travers la roche. Donc, on se trouve à forer un éventail. C'est 3 rangées de trous qu'on parle, 3 fois. Puis c'est là que le ciment va être injecté sous pression. L'idée, c'est de sceller toute la roche environnante de la plug. On ne parle pas de métal. Il n'y a pas de renforcement, il n'y a pas de rebord, il n'y a rien. C'est la plaque de ciment avec la friction sur les murs, puis le ciment injecté qui va empêcher l'eau éventuellement de faire son chemin. C'est quand même assez particulier. C'est quelque chose que je voulais présenter aujourd'hui pour la mine. Ça, c'est une vue en plan. Vous voyez ici les parcs à résidus, la cellule nord et la cellule sud.
Comme c'est là, on a encore de la capacité dans les cellules existantes, mais on a commencé à penser, si jamais on a une mine, c'est généralement de 10-15 ans avant de nous autres, éventuellement on va manquer de place, même si on a beaucoup de chantiers ouverts sous terre. Puis on travaille présentement sur potentiellement d'une troisième cellule. C'est vraiment très préliminaire comme c'est là. On n'est même pas en phase design encore. On n'a même pas encore parlé aux parties prenantes. Mais c'est quelque chose que quand même qu'on regarde là, pour le futur de la mine. L'usine, on a Bernard Bellé ici qui était l'ancien surintendant de l'usine. Un moulin assez conventionnel au charbon. Pas de circuit gravimétrique. On parle de cyanure qui est ajouté dans le SAG mill. C'est un moulin qui fonctionnait bien, automatisé, en opération. Je pense qu'il y avait 4 opérateurs, ça fonctionnait tout seul. La partie verte que vous voyez ici, c'est le plan à remblai, qui est du remblai cimenté, des résidus cimentés. Le plan à remblai était automatisé. Fait que ça fonctionnait quasiment tout seul, si je peux dire. L'usine n'est quand même pas en si mauvais état. Elle a été bien maintenue. C'est des choses qu'on va évaluer là, durant l'étude économique, mais nous, on a fait nos études à l'interne, puis on pense qu'avec 2-3 millions, peut-être 5-6 mois de travaux, l'usine va être repartie. L'évolution des dépenses de la mine Kina, comme vous voyez, on est parti en montant depuis la fermeture jusqu'à cette année. Je l'ai mentionné un peu, 27 millions cette année. C'est pas juste du forage. Le forage est à peu près 7 millions. On a de l'argent pour le développement que vous avez vu tantôt. On a de l'argent budgété dans le puits. Comme c'est là, le puits, le manway de sortie de secours, excusez, a été refait au complet. Les guides ont été changés pour la moitié du puits. Les rock catchers, les water rings, ça a tout été vidé et refait. Ça fait quand même plus d'1 an qu'on travaille dans le shaft. Ça fait qu'il y a beaucoup de travaux qui ont été faits là-dessus. Les travaux de remblayage que j'ai mentionnés, on parle de 3-4 millions. C'est quand même des gros sous. Bien entendu, il y a la main-d'œuvre. À Kina, on a environ 80-90 employés. De Wesdome, on est juste une vingtaine. Surtout des géologues. Les ingénieurs sont en minorité, mais le ratio est bon encore. Nos contracteurs majeurs, on a CEMAC, Pierre-André ici, et Orbit, je pense, Orbit Garant, je pense pas qu'il y a du monde d'Orbit ici, je ne les ai pas vus. On a quelques autres contracteurs aussi, mais en gros, c'est ça. Relation avec la communauté, c'est quelque chose de plus en plus important. Nous, on est proche de la ville. Notre défi, c'est qu'on n'est pas une grosse équipe. Ça veut dire qu'on a engagé une firme, Transfert. Il y a sûrement du monde qui connaissent parce qu'ils sont un peu partout dans la région. Et ils sont là pour nous aider à identifier les parties prenantes, à qui qu'on doit parler. On est vraiment au début du processus. Alors, on est proche des voisins. Il y a une certaine historique à la mine Kina. Il y a un mur coupe-son qui est une grosse pile de roche qui a été faite pour le bruit. C'est encore en place. Comme je l'ai mentionné, on veut faire les choses comme il faut. Puis on va les faire comme il faut, selon nos moyens. Beaucoup d'actions à Kina. On a la mine-école. On est rendu à la 4e cohorte avec la commission scolaire. On connaît tous les défis de la main-d'œuvre en Abitibi. Nous, on pensait que c'était peut-être une façon qu'on pouvait aider la communauté. La mine n'est pas en production.
un peu plus relax de ce côté-là. Fait que pour la demande d'équipement, des choses comme ça, c'est très apprécié pour les étudiants. Une de nos valeurs principales, je n'en ai pas mentionné, mais c'est un peu une des valeurs originelles de la mine Kina, c'était la famille. Fait que c'est notre valeur de base. On essaie de bâtir là-dessus, traiter nos employés comme faisant partie d'une grande famille. On fait notre barbecue sur le site durant les heures de travail. Fait qu'on est certain d'avoir tout le monde qui vienne. Il y a quand même le chiffre de nuit qu'il faut qu'il arrive un petit peu plus de bonne heure. Mais c'est ça, c'est un souper juste pour reconnaître la contribution des contracteurs. Une des choses, la vision, on parle de famille, les contracteurs sont traités comme nos employés. C'est cette approche-là. Les contracteurs en place, il y en a beaucoup qui aimeraient que la mine reparte, puis ils travaillent en conséquence. Ça ici, c'est notre distraction depuis 2 semaines. On est en train de tourner un film à la mine Kina et à Eldorado. Je ne sais pas si vous en avez pas entendu parler. Ça a passé dans les nouvelles. C'est quand même assez exigeant comme pour une compagnie minière de faire ce genre d'accommodation-là. Je pourrais vous en parler après à micro fermé. Mais c'est quand même pour le bien des mines. Moi, j'ai parlé à l'AMQ avant. Je veux dire, on s'embarque là-dedans. Là. Je veux pas mettre à mon dos l'AMQ. On sait comment c'est sensible, là, les mines, puis la perception des gens. On voulait s'assurer que ce film-là ne soit pas merci. À l'industrie. Puis c'était très important pour moi. Fait que là-dessus, on est correct. L'AMQ est en arrière de nous. Fait que le film va s'appeler Souterrain. Et je crois qu'il va sortir à l'automne. Pas fini de tourner encore. Ils sont à Kina de nuit. Ils travaillent de nuit cette semaine à la surface. Fait que c'est quand même assez spécial de voir ça. C'est tout. Avec le coucher du soleil. J'ai presque fini. On va passer en mode virtuel, juste un petit peu. Fait qu'ici, ces photos-là ont été prises la semaine passée. Croyez-le ou non. Lundi, ouais, t'en plein ça. Un beau site quand même, tout est à sa place, comme je dis. Vous voyez le puits, le convoyeur. Ici, le concasseur de surface que j'ai parlé, qui permet d'augmenter la production excusez, à 2000 tonnes par jour. L'usine, le plan Remblai. Le laboratoire ici. On parle de la salle de Treuil ici. Bureau administratif juste en arrière. On va aller dans le Corchac tout de suite. On a mis un petit peu d'argent là pour avoir quelque chose à la hauteur de notre découverte. C'est là que le sillage se fait. Puis on a la possibilité de loguer la carotte là, à cet endroit-là. On va aller faire un petit tour. C'est où que je vais? On va faire un petit tour côté géologique. C'est le dessin que je voulais vous montrer tantôt. OK. Fait qu'ici, on a la S50 que j'ai expliqué tantôt. Vous voyez la Kinadip. Je vais juste tourner. Quand je vous disais que c'était
quelque chose de très différent, là. On ne parle pas du tout de la même direction là, par rapport à S50. On voit la zone VC que je tentais d'expliquer tantôt, qu'on pense peut-être que le minerai prend un swing là, puis qui se rend peut-être jusqu'à la zone VC. Là, je vais essayer d'aller sur terre, le moulin. On va aller à l'usine. On a le concassage, primaire, secondaire. La salle de contrôle. Les cellules de charbon sont en arrière. Donc, comme vous voyez, c'est quand même les cyclones quand même bien entretenus. Bernard a même été faire du ménage il n'y a pas si longtemps. Ici, on parle d'une station typique. Juste pour vous donner une idée de grandeur, là, la station du 81. Toute cimentée. On a le garage au 64. On parle de très, très bonnes infrastructures hein, pour une mine. Là. Moi, j'appelle ça la Cadillac. Là. On parle de la baie mécanique. À côté, on a une baie de soudage. On a une baie on a un garage électrique. Une baie de lavage. La baie de service. Tout est vraiment proche du niveau 64. C'est notre garage principal. On va aller voir une foreuse. Elle, je crois que c'était dans la galerie d'exploration. Quand même des grosses baies, hein, on parle de 6 mètres par 6 mètres parce que c'est des. Les aciers sont assez longs puis les trous sont assez à pic. Voilà, c'est tout. S'il y en a qui ont des questions, levez la main, je vais vous apporter le micro. Ceux qui sont en ligne, vous pouvez, dans les commentaires du lien, écrire votre commentaire, puis on va poser la question ici. Ah, ça veut dire que j'ai trop parlé. Pour les nouvelles zones qui sont beaucoup plus riches à la Kiena. Si on a... Pensez mettre de la gravité dans le moulin pour les zones riches? Très bonne question. Vous avez absolument raison. C'est quelque chose de différent, avec beaucoup d'heures visibles. On a nos devoirs à faire de ce côté-là, mais on l'envisage déjà. Un circuit, soit un Nelson ou un Falcon ou quelque chose comme ça. Historiquement, la récupération était bonne, mais le circuit gravimétrique, ça a plusieurs avantages. Hein, ça réduit tes coûts à la tonne. Côté environnement, cyanure, si on peut réussir à baisser notre cyanure, ça a pas mal meilleure empreinte côté environnement. Ça fait que oui, on a intérêt à regarder cet aspect-là. Il y a quand même de la place un peu dans ce moulin-là là, pour mettre quelque chose. Ben, merci. Ah, merci. Ça, c'est mes ratons laveurs en arrière de chez nous.